Entrepreneur par accident, entrepreneur malgré lui. C'est ce qu'on pourrait dire du parcours de mon invité d'aujourd'hui. Tant quand on écoute son histoire, on se rend compte qu'au final, c'est une circonstance bien particulière qui l'a conduit à créer aujourd'hui un média devenu leader dans la sous-région. Aujourd'hui, nous allons discuter avec quelqu'un qui était aux États-Unis, qui avait une formation de comptable et qui aujourd'hui est entrepreneur dans le domaine des médias, mais aussi de la fintech. On va parler de son parcours, comment depuis Abidjan, il a grandi dans un contexte dans lequel finalement rien ne le prédestinait à devenir l'homme à succès qu'il est devenu et pourtant, il a su à chaque fois qu'il a eu face à lui des situations et des opportunités, prendre les risques qui ont fini par lui donner raison. Parce qu'en fait, s'il y a quelque chose que l'on va voir tout au long de ce parcours, c'est que dans la vie, il faut savoir prendre des risques. Et croyez-moi, si vous êtes de ces personnes qui doutaient parfois, de ces personnes qui ne savent pas forcément si elles sont sur le bon chemin, hésitent à faire un retour vers l'Afrique ou alors hésitent simplement à lancer un projet parce que vous avez peur de perdre ci, de perdre ça, écoutez cette interview. Si vous êtes de ces personnes qui sont dans la diaspora et qui hésitaient peut-être à revenir vers l'Afrique, écoutez cette interview et je crois que vous allez avoir énormément de réponses. Aujourd'hui, je suis avec Gilles Alexandre Ndia, le cofondateur de Weblogy, qui est le groupe dans lequel il y a le très célèbre Abidjan.net, qui a très largement dépassé les frontières d'Abidjan depuis pas mal d'années et que nous suivons bien évidemment tous. Je ne sais pas ce que vous êtes en train de faire, prenez le temps de vous poser parce que vous n'allez pas voir le temps passer, surtout que c'est une interview dans laquelle il se livre réellement en parlant de son parcours, de son histoire, mais aussi de ses valeurs, choses dont il n'a pas souvent l'occasion de parler. Dites-moi ce que vous pensez de tout ceci dans les commentaires et je vous dis à tout de suite. Bonjour Gilles. Bonjour Philippe. Merci beaucoup d'avoir accepté de te prêter à l'exercice de l'interview. Merci. Mais déjà dans un premier temps, est-ce que on peut commencer par juste ta présentation? Comment tu te définis pour les gens qui ne te connaissent pas? Je m'appelle Gilles Alexandre India, je suis entrepreneur en Côte d'Ivoire. Ça en dit tout déjà. Mais tu entreprends dans quoi précisément? Alors j'entreprends dans deux domaines. J'entreprends dans le média à travers une plateforme qu'on a créée il y a cette année 25 ans qui s'appelle Abidjan.net et tous ses dérivés en fait dans la sous-région, donc à Bamako, à Ouaga, à Niamey, etc. Et depuis à peu près 7 ans, plus ou moins jour pour jour, nous sommes lancés en fait dans la fintech. Donc aujourd'hui dans les moyens de paiement, particulièrement dans l'émission et l'acquisition. J'en parlerai plus tard. Oui, d'accord, ok. Gilles, je veux qu'on comprenne. Aujourd'hui, tu es effectivement pluri-entrepreneur dans deux secteurs qui, de prime abord, n'ont pas grand-chose à voir ensemble. Mais d'où te vient ta passion pour l'entrepreneuriat? Je pense que la passion pour l'entrepreneuriat me vient de mon envie de réaliser des choses. Depuis petit, en fait, j'ai toujours voulu construire quelque chose. Je suis un grand fan de Lego, par exemple. J'ai toujours voulu voir les pièces de Lego se monter une à une et de voir un produit fini. J'aime bien, par exemple, les meubles Ikea parce qu'il faut les construire de bout en bout. Donc, voilà ce que j'aime. J'aime construire, j'aime voir en fait ce chemin-là. Et bon, j'ai voulu l'appliquer à ma vie professionnelle et bon, je pense que l'entrepreneuriat s'y est. Revenons donc un peu pour comprendre ton parcours. J'imagine, tu grandis à Abidjan, en Côte d'Ivoire? Oui, je ne suis pas né en Côte d'Ivoire, mais j'ai grandi en Côte d'Ivoire. D'accord. Parce que je suis revenu tôt. Tu es revenu très tôt et tu as passé ton enfance ici? Voilà, toute mon enfance ici. Tu gardes quel souvenir de ton enfance? En tout cas, la Côte d'Ivoire d'avant était naturellement différente que la Côte d'Ivoire d'aujourd'hui. Les choses ont changé. Mais c'était une Côte d'Ivoire très sympathique, très ouverte. On pouvait se balader, on pouvait aller où on voulait. Il y avait moins de danger aussi. Donc, les parents étaient plus libres de nous laisser faire ce qu'on voulait faire. Et donc, Est-ce que tu penses que tu étais un adolescent, un enfant calme, studieux ou plutôt rebelle? Rebelle, non. Je suivais en général les règles, mais j'étais quand même assez turbulent, il paraît. J'étais assez turbulent parce que j'aimais bouger, j'aimais m'exprimer, mais pas rebelle. Pas rebelle, non. Et puis, au bout d'un certain temps, qu'est-ce qui fait que tu repars à l'étranger? Ce sont tes études simplement, naturellement? Oui, ce sont mes études. Et puis, j'avais déjà un frère qui était à l'étranger.
Donc, c'était plus facile, en fait, pour mes parents de se dire, bah, écoute, ce dernier-là, tiens, je te le confie, allez, va rejoindre tes frères et puis occupez-vous de lui. Voilà, donc c'était un peu dans ce cadre-là, c'était plus simple. Alors, je vais aux États-Unis pour mes études supérieures, donc après mon bac. Pourquoi les États-Unis? On a tendance à penser à la France, le Canada. Ah non, non, bien sûr. Et puis, à l'époque, en fait, les États-Unis n'étaient pas du tout à la mode. Hein. Oui. Voilà, c'était vraiment plutôt la France. Je pense que c'était une volonté, en fait, de mes parents de vouloir nous baigner dans un système qui était différent. J'avais déjà fait le système français. Donc, je pense qu'ils voulaient compléter, en fait, mon éducation avec un système anglo-saxon où on parle anglais, la mentalité différente. Et je pense que c'est ce mixte, en fait, des deux éducations qui a donné ce que je suis aujourd'hui. Donc, l'éducation française, elle est très pédagogique, c'est les livres. L'éducation américaine, elle est très ouverte, on apprend sur le tas. Et je pense que c'est ce qu'ils voyaient en moi. D'accord. Tu arrives aux États-Unis, jeune. Qu'est-ce que tu te dis, ton premier contact avec l'Amérique? Mon premier contact avec l'Amérique, c'était déjà la Côte d'Ivoire me manque. Ah, oui. Ok. Donc, je fais partie de ceux qui arrivent à l'étranger et qui se disent « Ah, non, Abidjan, vraiment, ça me manque. Mes amis me manquaient, la vie à Abidjan me manquait, la nourriture me manquait, les sorties me manquaient, tout me manquait. » Donc, il me fallait cette chaleur ivoirienne-là, tout en étant dans le froid américain. Je ne sais pas comment j'allais faire ça, mais il me fallait ça. Ouais. Donc, je recherchais ça à tout moment. Ouais. Donc, je l'ai payé par mes frais en faisant beaucoup d'appels téléphoniques. La minute coûtait très cher à l'époque. Voilà, donc, je me retrouvais avec des factures astronomiques. À l'époque, il y avait le fax. Oui. Donc, je ne sais pas si tu as connu le fax. Donc, il fallait écrire à la main, mettre ça dans une machine pour que... Et puis, tout le monde n'avait pas accès à un fax ici. C'était vraiment très professionnel. Donc, vraiment, c'était dur. C'était dur. Il fallait bien que je trouve une solution. Il fallait que je m'adapte aussi là-bas. Et puis bon, je l'ai fait petit à petit. Et tu as fait quelles études? Alors, j'ai commencé par des études de comptabilité. Alors, il y a deux métiers que je voulais faire, même trois quand je suis arrivé. Je voulais être avocat. Je voulais faire des études de compta, donc expert comptable. Et je voyais un peu l'architecture. Donc, c'était les trois tendances que je voulais faire. Architecture, je me disais, c'était mon troisième choix. Mais c'était vraiment expert comptable et avocat. Oui, c'est toi avocat aux États-Unis. Ouais, ok. Non, j'aimais bien défendre, j'aimais bien aider les autres. Mais, c'est une histoire marrante. Donc, j'arrive à mon premier cours de law, comme on dit aux États-Unis, donc de droit. Et j'ai un livre qui est épais comme ça. Ouais. Épais comme ça. Je me dis, mais je ne vais jamais pouvoir finir de lire ce livre-là. Donc, je commence vraiment. Et c'est écrit tout petit. Je me dis vraiment, je ne vais pas m'en sortir. Donc, du coup, juste à cause de ça, je range le livre et je me dis, tu sais quoi, concentre-toi sur les chiffres, c'est peut-être plus pratique et plus sympa que l'écriture. Donc, voilà comment je fuis petit à petit, en fait, le droit, que j'aimais bien, que j'aimais bien, mais je pense dans la pratique, pas dans la théorie. Pas dans l'apprentissage, ouais, d'accord. Et parce que je veux qu'on arrive à l'aventure Abidjan.net. Quand tu fais tes études, c'est pour entamer une carrière professionnelle dans ce domaine-là. Déjà, quand tu fais tes études, est-ce que tu as le temps de démarrer une carrière? À quel moment l'aventure Abidjan.net arrive dans ta vie? Alors, je vais peut-être clarifier quelque chose dans mon parcours qui reste très important. Hein. Lorsque j'arrive aux États-Unis et que je commence à côtoyer les Américains qui sont sur le campus avec moi, je me rends compte tout de suite qu'eux, ils ont déjà des CV fournis. Ils ont déjà travaillé. Oui. Ils ont déjà fait des activités sur le campus, même à l'école. Donc vraiment, je regarde les CV des gens qui sont à côté de moi. Ils ont déjà des CV complets, ils sont prêts à travailler dans la vie active. Oui. Je regarde mon CV, il est vide. Il est vide, il n'y a vraiment rien. Je ne sais pas quoi dire dans mon CV. Ouais, voilà. Il y a juste l'école. Ouais. Donc je me dis, est-ce que ce n'est pas le moment de faire du rattrapage? Donc du coup, je me dis, bah, écoute, je vais commencer des stages. Okay. Donc, à ma deuxième année d'université, je décide de rentrer à Abidjan, faire des stages. Donc, je fais 3 stages pour 3 types de comptabilité. Donc, je fais un stage à Nestlé,
pour de la comptabilité analytique. Oui. Je fais un stage à Citibank Oui. pour de la comptabilité, disons, classique et financière. Oui. Et je fais un stage à Ernst & Young où là, je fais de l'audit vraiment d'entreprise. D'accord. Voilà. Donc, je parcours les 3 types de compta pour être sûr que c'est vraiment ce que je veux faire. Puis quand je reviens aux États-Unis après ces stages-là, je me dis, j'ai des doutes. Ah, ok. J'ai des doutes. J'ai bien aimé Citibank, beaucoup aimé mon séjour à Citibank, beaucoup aimé mon maître de stage, mais il y avait quelque chose qui me manquait. Donc mon CV commençait à se remplir, et grâce à ces stages-là, j'ai pu obtenir en fait des emplois aux États-Unis, avec d'ailleurs Ernst & Young, avec T-Mobile. Je commençais à avoir des offres. Après, c'est est-ce que je devais les accepter? Donc j'avais toujours ce doute-là. Et à ma 3e année, je me suis dit, je vais rajouter une expérience supplémentaire. Et j'ai essayé en fait une entreprise qui s'appelait Humic, avant en Côte d'Ivoire, qui était dans le pétrole. Donc je suis venu, j'ai fait un stage à Humic, mais le stage s'est fait aux États-Unis. La société était basée en Côte d'Ivoire, hein. Donc je leur ai soumis et je leur ai dit que j'étais aux États-Unis, est-ce que je pouvais rejoindre leur filiale américaine? Et ils ont accepté. Donc je suis allé à Houston et j'ai passé en fait tout mon été en fait à faire un stage dans cette société pétrolière. Et encore là, je sentais qu'il y avait quelque chose qui me manquait. Bon. Voilà. Donc ça, c'est un peu ça sur la partie professionnelle. Hein. Oui, voilà. oui. Donc, un truc qui m'intrigue quand même. Oui. Pourquoi tu quittes les États-Unis pour venir faire des stages à Abidjan? Parce que c'est bizarre quand même de quitter aux États-Unis. Oui, mais... Pourquoi tu viens faire des stages ici? Tu es un Ivoirien oui. à l'étranger. Oui. Tu penses que tu peux rentrer à Ernst & Young avec un CV vide aux États-Unis? Ok. Tu peux pas. Tu viens te chercher une première expérience. Ah. Okay. Par contre, quand j'arrive en Côte d'Ivoire, je suis ivoirien. Oui. La société est basée en Côte d'Ivoire. Et tu as un CV américain. Bon, la société ivoirienne peut me permettre plus, quand je dis la société, une société morale, hein, peut me permettre plus facilement à un Ivoirien de se construire qu'à l'étranger. Donc c'était un peu pour ça. Et puis je voulais aussi profiter en fait des périodes de vacances pour rentrer en Côte d'Ivoire. Donc je jouais plusieurs cartes à la fois. La carte professionnelle, la carte des vacances. Voilà, donc j'essayais de construire ça comme ça. D'accord. En tous les cas, ça a été payant puisqu'au final, ça t'a permis de... Voilà, parce qu'au final, une fois que j'avais réussi à rentrer dans ces entreprises en Côte d'Ivoire, je savais qu'elles avaient toutes des représentations à l'étranger. Et j'ai fait exprès de rentrer dans ces structures-là, dans ces multinationales-là. Ouais. Parce que je savais qu'elles avaient des représentations à l'étranger et pouvoir postuler. La preuve, j'ai réussi à avoir Ernst & Young. Bon, T-Mobile, c'était vraiment une société de cellulaire à l'époque parce que j'avais fait un stage à Aviso, à l'époque qui était Orange. Donc, je faisais toujours le parallèle entre mon stage et les sociétés avec lesquelles je pouvais travailler de l'autre côté. D'accord, ok. Voilà. Du coup, l'aventure comptable commence à te faire douter. Tu vas finir par prendre la décision d'abandonner ce chemin aussi? Alors, je l'abandonne suite en fait à un cours d'informatique que j'ai à l'école. Parce que la filière, en fait, mon école venait de signer un accord avec Microsoft à l'époque, où il était demandé que toutes les classes commencent à devenir des classes un peu avec une tendance vers le digital. Ouais. Donc, on avait 3 ans classiques et puis on avait une année en fait où on commençait à introduire en fait les systèmes d'information. Voilà, c'était assez récent à l'époque. Et moi, je faisais partie de cette première vague d'étudiants qui rentraient dans les systèmes d'information. Parce que tu fais de la compta, mais aujourd'hui, la compta, elle se fait sur Excel. Oui. Elle ne se fait plus sur le papier. Donc, on nous introduisait Excel. Et donc, quand j'ai commencé à prendre mes premiers cours d'informatique, je me suis dit, mais attends, mais c'est beaucoup plus sympa de faire ces choses-là. C'est plus rapide, ça calcule pour moi. Donc, je me suis dit, mais attends, laisse-moi m'investir dans ce truc-là. Et puis, j'ai commencé à prendre goût. J'ai commencé à prendre goût à l'informatique. Donc, je passais plus de temps avec l'ordinateur qu'avec les livres. Ok. Et donc, je me suis dit, ah tiens, c'est pas mal, cet outil-là. Et donc, voilà comment je me familiarise. Et je me dis, mais attends, mais jette-toi pleinement dedans. Qu'est-ce que tu veux faire encore avec les livres de compta et tout ça? Surtout que j'étais déjà arrivé à ma 3e année de compta. Bon, je veux dire, qu'est-ce que j'allais faire? Donc, je me suis dit, bon, allez, jette-toi dedans. Et puis, je me suis jeté, je suis allé voir un de mes profs à l'époque et je lui ai posé la question.
Je lui ai dit, il m'a dit, oui, c'est l'avenir, c'est le moment, il faut se jeter dedans. La preuve, tu vois, tu fais partie de la première vague. Maintenant, le problème, c'était comment venir annoncer ça à Abidjan. C'est ça, oui, Comment venir annoncer à Abidjan que je change de parcours vers un parcours inconnu, où il n'y a même pas Internet à Abidjan. C'était ça le grand challenge. Ah, il n'y avait pas encore Internet ici. Non, Internet n'existait même pas encore ici. Donc, viens parler d'Internet et d'informatique ici, on va te dire, mais attends, on a perdu l'enfant. Ouais. Donc, c'était un peu... Tu n'as pas eu tu n'as pas gradué, tu n'as pas eu ton diplôme. Si, non. Tu as eu ton diplôme quand même, tu as fait le Bien sûr, bien sûr. Okay. Non, j'étais parti pour un diplôme, il fallait que j'aie mon diplôme, mais je n'ai pas eu mon diplôme en compta. Ok. Voilà, j'ai eu mon diplôme en système d'information. D'accord. Voilà, avec option compta, puisque j'avais déjà plus de 3 ans de compta dedans. Exactement. Okay. Donc, j'avais pris option compta, mais bon, je ne l'ai pas dit à mes parents parce que je me suis dit, bon, ils n'allaient pas comprendre, ça allait être un grand débat. Eux, ce qui était important pour eux, c'était le diplôme. Ouais. Donc, j'ai dit, bah voilà, le diplôme, il est là, j'ai la cérémonie, j'ai jeté mon chapeau, tout. Mon frère est venu. Et à partir de là, ta carrière professionnelle commence? À partir de là, ma carrière professionnelle devait commencer. Ah. Parce que quand j'ai eu mon diplôme, la société avec laquelle je travaillais à Houston, donc UMIC, dans le pétrole, m'a offert un boulot. Et je me suis dit, bah, je vais peut-être travailler avec eux. Comme ça va peut-être me faciliter le retour en Côte d'Ivoire. Et puis bon. Puis Houston, il fait chaud, c'est sympa. Ça me rappelle aussi la Côte d'Ivoire. Donc j'avais l'option. Mais on avait déjà démarré à Abidjan.net. Ah. Ah oui. On avait déjà démarré à Abidjan.net 1 an plus tôt. Donc, je me suis dit, mais je vois ce potentiel grandir, je vois les visiteurs grandir, je vois tout le monde m'envoyer des messages, me dire que c'est sympa. Et puis, j'ai une offre en face. On me dit, ah, on t'attend à Houston, hein, tu dois venir bosser en compta et je n'ai même pas de diplôme de compta. Qu'est-ce que je fais? Tu es un aventurier quand même, mine de rien. Et mon associé, qui est de passage, parce que lui aussi venait juste de graduate, donc d'avoir son diplôme, lui, il allait en Californie. Et en allant en Californie, il s'arrête chez moi. Et il me dit, bah, écoute, on a commencé quelque chose, qu'est-ce qu'on fait? Parce que moi, je vais en Californie, je veux poursuivre. Donc, tu viens ou bien tu vas à Houston? Je me suis dit, écoute, vraiment, ça c'est pour tes téléspectateurs. Hein. Je me suis dit, écoute, je suis jeune. Je n'ai même pas encore 22 ans. J'ai toute une vie devant moi. Laisse-moi aller me casser la figure, et puis on verra. Ouais. Je suis presque sûr que si je réapplique dans la société, j'aurai toujours le boulot. Alors que cette opportunité, je ne l'aurais peut-être plus. Donc, voilà un peu ce qui me passait par la tête à ce moment-là. Voilà. Je me suis dit, tente, si tu échoues, tu as toujours l'option de revenir. C'est le meilleur moment quand on est jeune, en réalité. Ouais. C'est le meilleur moment. Les gens ne s'en rendent pas compte, mais c'est le moment pour échouer, en fait. Tu as le temps de te relever. Exactement. Je me suis dit, échoue. Si tu échoues, écoute, tu appliqueras comme tous les autres un boulot. Avec une petite expérience à toi. Surtout qu'aux États-Unis, à l'époque, c'était permis d'échouer. On nous parlait beaucoup d'échecs. Donc, je me suis dit, ben, écoute, échouons et puis on verra. Abidjan.net, d'où te vient cette idée? Alors, l'idée... D'où vient l'idée? Parce que du coup, c'est une aventure à deux. Oui. Alors, je précise d'ailleurs que vous avez, pour le coup, vous êtes deux, coécrit un livre, Abidjan.net, une histoire d'avenir. C'est drôle, ça, histoire d'avenir, le jeu de mots. Avec ton associé Daniel, c'est Awassa, c'est ça? Hein? Awassa, c'est ça. Très bien. Donc, il est disponible le livre? Oui. Amazon? Alors, pas encore. Okay. Pas encore sur Amazon. Pour le moment, on a décidé de le vendre en Côte d'Ivoire. On est aujourd'hui un best-seller. On a dépassé les plus de 10 000 copies. Ah oui, quand même. Ah oui. Rien qu'à Abidjan? Oui. Rien qu'en Côte d'Ivoire. Il est préfacé par Tidiane Thiam. Je précise. Donc, il est disponible dans les librairies. Voilà, il est disponible dans les librairies un peu partout. Donc, on voulait aller en phase. Okay. Voilà, on s'est dit que Amazon, les versions digitales, on le fait après. Parce qu'on ne veut pas cannibaliser en fait les achats locaux. Okay. Et aussi pour tes téléspectateurs, on est en train de le traduire en anglais.
OK. Voilà, parce qu'avec tous les partenaires, en fait, surtout au niveau de la fintech, lorsqu'on leur donne le livre en français, ce sont les anglophones en général, ils se Bien disent sûr. ah, Bien sûr. merci pour le livre, mais on ne comprend pas. On prend pas le livre. Ouais. Voilà, donc il est en pleine traduction là depuis la semaine dernière. OK. Voilà. OK. Très bien. Donc, le reste du monde, vous allez attendre un peu. Pour le moment, Juste un peu. il n'est pas encore, il est encore à Abidjan. OK. Et donc, du coup, l'idée derrière Abidjan.net, ça vient d'où? Alors, ça vient. Quelqu'un qui a fait de la compta, découvert de l'informatique, un média. Alors déjà, on a sorti ce livre-là parce que j'ai raconté l'histoire trop de fois. Oui, déjà. Mais on va la raconter de façon simplifiée. En fait, ça vient de plusieurs facteurs. Un, j'en ai parlé tout à l'heure, c'était déjà cette envie du pays. Comment je me connecte au pays tout en étant à l'étranger. Ouais. Un. Deux, par une opportunité en fait qu'on a eue, on a été mandaté pour réaliser le site de l'association des anciens élèves d'Amermoz. Donc, on crée cette plateforme où tous les anciens élèves d'Amermoz viennent se connecter, viennent uploader leurs photos de classe, viennent parler entre eux, se retrouvent parce qu'ils étaient perdus. Et donc, du coup, on se dit, waouh, mais il y a une communauté qui est en train de se créer là. Les gens de Mermoz se parlent, il y a des forums, des chats, en fait, tout le monde communique et tous les jours, ça bouge. Et moi, j'avais un petit pincement au cœur parce que j'avais fait et Mermoz et Blaise Pascal. Donc, je sentais les Mermoziens très chauds, très Mermoziens, puis moi, toujours un peu marginalisé parce que, oui, j'ai fait Mermoz, mais. Et on reçoit des messages, mais et moi qui ai fait le lycée classique, et moi qui ai fait le lycée technique, et moi qui ai fait l'INSET, et moi qui ai fait, et moi qui ai fait. On se dit, mais c'est vrai, pourquoi on s'arrête aux gens de Mermoz? C'est une niche. Ouvrons à la Côte d'Ivoire. Et donc, voilà comment on essaye de trouver un nom de domaine, donc un nom sur Internet qui peut représenter tout le monde. On a essayé côted'ivoire.com, c'était trop long et ce n'était pas disponible. Et donc, après, on s'est dit, mais bon, je pense qu'à... Déjà, c'était plus disponible. Oui, il y a quelqu'un qui l'avait réservé. on ne sait pas très bien pourquoi. Je crois qu'il faisait des sites touristiques et bon... Okay. Et donc, on s'est dit, bah, allons sur Abidjan. Et puis, le point net est venu du mot réseau. Parce que, bon, on voulait montrer le côté réseautage, on connecte, en fait. Oui. Donc, voilà comment Abidjan.net est né. Puis, c'était court, c'était facile à prononcer. Donc, à la base, c'était un site de retrouvailles. Oui. C'était tout ce qu'on faisait dessus. C'était vraiment comment on peut échanger entre deux personnes. Et puis après, petit à petit, les gens qu'on n'arrêtait pas de nous dire « Oui, mais on veut des informations sur le pays, on veut savoir ce qui se passe au pays, on veut le pays, le pays, le pays, le pays. » On se dit « Ok, peut-être qu'ils veulent être alimentés par quelque chose qui va susciter les débats sur la plateforme. » Donc voilà comment on rentre dans les news. Sans que je sois journaliste. C'est ça. C'est drôle parce que, je le dis tout le temps aux entrepreneurs ou aux personnes qui veulent se lancer et qui se préoccupent trop de c'est quoi l'idée, c'est quoi l'idée. Il y a toujours un gap entre l'idée que tu as dans ta tête au début et le product market fit. Toujours. Ce que le marché va valider. Toujours. Et donc toi, tu es venu parce que tu voulais faire un truc... Il y a toujours ce que tu veux et ce que le client, le marché veut. Et il y a toujours un gap. Et il faut être flexible, justement. Parce que vous aurez pu vous entêter et dire non, on reste dans Mermoz et Abidjan.net ne serait jamais né. Alors, une de nos particularités, c'est qu'on est ultra flexible. Ouais. La preuve, le slogan de notre application APM, c'est APM comme tu veux. APM, paye-moi comme tu veux. On est vraiment ouvert. Et on ne fait qu'écouter nos clients. Ouais. Dès qu'un client nous dit « Ah, je veux ça », on essaye de voir si ce qu'il veut s'applique à plusieurs personnes et on l'implémente. Super. Toujours. Ça, c'est très bien. Voilà. Ça, c'est la recette du succès. Hein. C'est clairement ça. C'est d'écouter ses clients et d'implémenter. Toujours. Ça, c'est ce qu'on essaye de faire. Du mieux possible. Ouais. Voilà. Donc, de ce que je comprends, Abidjan.net va shifter du fait des demandes de la diaspora. Parce que c'est eux qui disent, j'imagine, on veut des news, on veut des news. Oui. Alors, ils veulent des news, ils veulent des news, ils veulent des news. Donc, on se dit, bah, écoutons, créons une rubrique news. Et on crée cette rubrique news qui est de plus en plus populaire, qu'il faut alimenter, on n'en dort plus. Parce que l'avantage, en fait, avec l'interaction,
c'est qu'on pouvait dormir, les gens pouvaient se parler. Nous, on n'avait pas besoin de participer à tous les débats. Bien sûr. Mais dès que tu rentres dans les news, là, c'est différent. Ouais. Parce que c'est nous qui fournissons les news. Et donc, fournir les news, ça demande à ne plus dormir. Donc, ça devenait un job 24 heures sur 24. Donc là, c'est là qu'on a appris à travailler 24 heures sur 24. Donc aujourd'hui, dans tout ce qu'on fait, on est 24 heures sur 24. Même notre agence ici, elle est ouverte 24 heures sur 24. Oui, c'est ce que j'ai appris. Voilà. Donc dans tout ce qu'on fait, on essaye d'appliquer le 24 heures sur 24 parce qu'on l'a toujours fait. D'accord. Voilà. Et c'est à quel moment la discussion avec ton associé en se disant il faut que je rentre? C'est quand il y a ce switch-là sur la plateforme aussi, ça correspond? Ou alors tu es rentré juste à l'époque pour alimenter le réseau entre amis? Non. Le retour au pays s'est fait à cause de deux choses. Un, on commençait à avoir une forte demande de clients basés en Afrique, en Côte d'Ivoire particulièrement. On disait, ah oui, mais on est intéressé par votre plateforme, on veut acheter de la publicité. Ah oui? Oui, on veut acheter de la publicité. Déjà à l'époque? Oui, déjà. Notre premier client, ça a été Orange. Hein. Notre premier contrat client, ça a été Orange qui nous a acheté de la publicité. Mais ils ne savaient pas où nous payer. Et puis, un, ils ne savaient pas où nous payer. Et deux, ils payent et ils ne voient pas la personne. Donc, ça posait un problème. Ouais. Voilà, ça c'est un. Donc, et deux, mais c'était principalement la connexion avec le client. Et on était basé en Californie à l'époque. Ouais. Et à chaque fois qu'on devait rencontrer les clients, il fallait voyager jusqu'à Washington, puisque la diaspora ivoirienne était plus nombreuse, plus présente à Washington. Donc on se disait, mais attends, mais le parcours, quitter la Californie jusqu'à Washington juste pour voir les Ivoiriens, mais autant rentrer au pays, ils sont plus nombreux là-bas. Donc, et puis bon, on commençait à se dire, bon, on est resté peut-être un peu trop longtemps. Mais il faut rentrer. Je veux quand même faire un focus, parce que tu en parles de manière très simple. Ah, non, c'est pas simple. Je parle des gens, j'essaie de me remettre à ta place en fait. D'accord. Tu es un jeune, parce que tu es très jeune, c'est peut-être aussi la folie de la jeunesse. C'est ça. Mais qui quitte les États-Unis, je parle avec le regard d'aujourd'hui, qui quitte les États-Unis pour venir faire une histoire de site internet en Afrique? Qui ne rapporte même pas d'argent? Ça commence. C'est ce que j'essaie de te dire depuis le début. J'avais la fibre ivoirienne en partant. Donc, je savais que je devais revenir. Ouais. Deux, je suis en contact avec un site qui communique avec la Côte d'Ivoire 24 heures sur 24. Et j'anime ce site. Ouais. Bon, au bout d'un moment, ça m'attire en fait. Je veux dire, je parlais plus français qu'anglais toute la journée. Puisque les Anglais, c'était juste quand je voulais commander une pizza ou quand j'allais au restaurant. Mais toute la journée, je parlais avec des francophones. Ouais. Donc, j'étais en communication et en constant contact avec la Côte d'Ivoire. Donc, à un moment donné, je ne peux pas rester aux États-Unis. Mais du coup, je fais une parenthèse. Pour les gens qui sont dans la diaspora, qui te regardent maintenant, qui ont des projets pour l'Afrique, et ils sont nombreux, mais qui, pour une raison ou pour une autre, ont peur, hésitent, doutent. Qu'est-ce que tu peux leur dire? Mais moi, je ne comprends pas pourquoi vous doutez. Alors, déjà, de un, j'étais jeune, donc je m'en foutais. Ouais. Je me disais, j'échoue pas, c'est pas grave. Il y a toujours des options pour rebondir. Ouais. Donc ça, j'avais ça dans la tête à tout moment. Et puis deux, aujourd'hui, vous réalisez bien que l'Afrique est le dernier continent qui reste à développer. Donc toutes les opportunités sont chez nous. Ouais. La preuve, le nom de ta chaîne, c'est Investir au pays. Ouais. Pourquoi? Parce que tu as bien compris que le retour est obligé de se faire. Ouais. Et puis, posez-vous la question. Vous vivez dans des pays qui sont déjà développés. Qu'est-ce que vous voulez apporter de plus à ce développement-là? Alors que vous venez d'un pays qui est en voie ou qui est sous-développé. Tout à fait. Mais venez le construire, surtout que vous avez déjà vu le développement. Mais alors, venez aider les pays qui sont soit en sous-développement, soit en voie de développement. Bon, on dit plus sous-développement, mais en voie de développement. Les opportunités sont là, c'est très clair. C'est très, très, très clair. Je ne sais pas comment il faut peut-être le dire en anglais.
Non, mais c'est très bien dit. C'est très bien dit. C'est toujours bien que ce soit d'autres personnes qui le disent. Non, et puis lorsqu'on regarde, si vous regardez bien, tout ce qui a commencé aux États-Unis, en France, à un moment donné, il arrive en Afrique. Qu'on veuille ou qu'on ne veuille pas, il arrive en Afrique. Donc, mettons-nous dans ce wagon, anticipons, on rentre et on essaye soit d'appliquer ce qu'on a vu là-bas, soit on attire ce qu'il y a là-bas ici, et puis on anticipe. Vous l'avez déjà vu, vous êtes déjà allé dans le futur. Quand vous repartez dans le passé, là, vous savez déjà ce qui va se passer. Ouais. Donc, c'est le retour vers le futur, c'est tout. C'est ça. Tu viens et tu construis. Mais oui, mais oui. Donc, et c'est pour ça que j'essaye du mieux que je peux de sortir de la Côte d'Ivoire quand je peux. Pas forcément pour aller en Europe, hein. Même en Afrique. Je vais au Kenya, je vais en Afrique du Sud. Je veux voir ce qui se passe chez les autres pour voir comment l'appliquer chez nous. Mais c'est la même logique. C'est parce qu'il y en a c'est parce qu'on voit qu'il se fait ailleurs. Et il va forcément arriver chez nous. Oui. Forcément. Quelqu'un a dit un jour qu'un entrepreneur, c'est quelqu'un qui sait là où on va et il va là-bas le premier. Ah. Et puis, la beauté de l'Afrique, c'est qu'on a une tendance et on est très fort à faire ce qu'on appelle le leapfrog. On fait des bonds. J'ai connu le cellulaire aux États-Unis. Quand en Afrique, ils en avaient déjà 2, 3 dans la main. Ouais. Alors que c'était un luxe de l'avoir dans les pays occidentaux, alors qu'ici, c'était déjà vulgarisé, banalisé. Donc, il y a des choses qui vont plus vite, en fait, ici qu'à l'étranger. Il faut juste les voir, c'est tout. On revient donc à ton parcours. Merci pour la parenthèse. Tu décides donc effectivement de venir sur place parce que les contraintes du business et finalement les perspectives font que tu dois être là. À quel moment tu te dis, on tient quelque chose? Je doutais. Ouais. Sans te mentir, j'avais beaucoup de doutes. Ceux qui nous ont rassurés, c'était nos clients et nos partenaires. Et je me rappellerai toujours d'un ami qui m'a dit, et je le répète toujours à Daniel, hein, il nous a dit une fois au téléphone, vous êtes assis sur de l'or. Et pour rigoler, Daniel, à chaque fois qu'on devait payer les factures, je disais, mais ton or là, moi je ne le vois pas. Hein. Je ne vois pas l'or là dont tu parles. Le gars dit, on est assis sur de l'or là, mais où est l'or? Mais je me suis dit, mais si ce gars qui est à l'extérieur de notre entreprise dit qu'il voit de l'or, il faut qu'on cherche. Et il n'a pas été le seul à nous le dire. Beaucoup de gens nous disent, ah, il y a un potentiel, il y a un potentiel, il y a un potentiel. Et donc, s'il y a un potentiel, ça veut dire qu'il y a quelque chose qu'on doit bien faire pour pouvoir exploiter ce potentiel. Mais vous savez, souvent, on ne tourne pas la tête pour regarder derrière. On est toujours en train de regarder devant. Et c'est lorsqu'on tourne la tête qu'on se dit, waouh, en fait, on a réalisé beaucoup de choses, on ne s'en rend pas compte. Et donc, de temps en temps, chaque année, on a une tendance à faire marche arrière et dire, mais qu'est-ce qu'on a fait? Essayons de faire un peu le bilan de ce qu'on a fait. Et on se rend compte que, waouh, on a parcouru du chemin, mais on ne le voit pas, parce qu'on a constamment la tête devant. Comment on développe un média quand on n'est pas journaliste? Oui, on n'est pas journaliste, on est dans un pays dans lequel Internet est vraiment à ses tout débuts et que finalement, il n'y a pas beaucoup de connexions locales. Ah oui, comment on fait pour, avec tous ces challenges-là, construire quand même quelque chose dans finalement l'incertitude? Mais déjà, il faut s'appuyer sur les hommes du métier. Donc, on s'est appuyé sur des journalistes. Donc, on avait un journaliste qui travaillait avec nous à plein temps. OK. Voilà, donc c'est lui qui nous disait « Ah, ça se fait comme ça. Ah, c'est comme ça qu'il faut faire. Ah. » Et donc, on écoutait. On avait toujours les oreilles tendues, toujours en train d'écouter le média, toujours. Mais à chaque fois qu'on les écoutait, il y a une chose qu'on voulait absolument imposer, c'était arrêter de nous parler de tout ce qui n'est pas digital. C'est-à-dire que vous nous parlez du média, vous voulez vendre des journaux, mais regardons comment on peut le vendre de façon digitale. Vous nous parlez des papiers qu'on écrit, okay. Essayons de voir comment ce papier-là, il peut être écrit de façon digitale. Donc, on avait toujours le côté digital dans la tête. Et on l'a fait, hein, parce que c'est vrai qu'on n'a jamais poussé celui-là, mais on avait une plateforme qui s'appelait Job Afrique à l'époque.
C'était le petit monster pour l'Afrique. Ok. Et on a même eu un article dans Jeune Afrique et même dans Le Monde à l'époque. Mais les challenges du recrutement, je pense qu'on ne les a pas bien maîtrisés. On n'a pas voulu les maîtriser. Et notre plateforme était juste magnifique. Mais c'était encore un autre métier qu'on ne maîtrisait pas. Et donc, il fallait maîtriser le métier de journaliste. Il fallait maîtriser le métier du chasseur de tête. Mais on avait développé la plateforme pour les chasseurs de tête. On travaillait avec Afrique Search, on travaillait avec tous les gros cabinets. On avait même la BAD comme client qui venait faire du recrutement sur la plateforme. Mais on n'a jamais poussé parce que je pense que c'est quelque chose qui... C'est comme la compta, c'est ça? Voilà. C'est exact, c'est vraiment bien dit. C'était comme la compta. Bon, c'était sympa, mais bon, comme la compta. Ouais. Il manquait quelque chose. Quelles vont être, d'après toi, les étapes qui vont faire que vous franchissiez des paliers? Parce que bien évidemment, entre le petit site de rencontre entre amis qui commence à donner quelques news et un média professionnel qui ensuite devient leader d'un marché, il y a des steps à franchir à chaque fois. Bon, oui, bien sûr, il y a des steps à franchir, mais bon, nous, on ne le voit pas en fait de cette façon-là. Nous, on se voit toujours petit. On ne se voit jamais grand. Parce que lorsque la machine est trop grande, après on se perd. Donc notre média, on le gère comme une start-up. Et on se dit toujours start-up. Pourtant, notre fintech a 7 ans, hein, mais on l'appelle toujours start-up. Abidjan.net a 25 ans, hein, mais on dit toujours la start-up. Pourquoi? Parce qu'on ne veut pas perdre de vue la taille. Oui, il grandit, mais il faut qu'il y ait un noyau dur qu'on maîtrise. Et ça, c'est important pour nous. Donc, je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. Oui. Parce que les étapes à franchir, bon, d'accord, les étapes à franchir, c'est les hommes, déjà. Il faut qu'on puisse s'appuyer sur des hommes. Ce qui est souvent difficile en Afrique. Je veux que tu nous donnes une ou deux. Tu as forcément des anecdotes. Des choses qui se sont mal passées où tu t'es dit là, franchement, on ne va pas y arriver. Ou... Non, mais je n'ai que ça, malheureusement. Les coups bas, les trahisons. Non, pas les trahisons. Pas forcément, mais je dis c'est ça bien pas les coups bas, pas les trahisons. Ce qui nous manque en Afrique, c'est vraiment la formation. Ok. C'est vraiment, il nous manque la formation et le bien finir. J'ai d'excellents collaborateurs, excellents, qui arrivent à développer votre vision. Mais ils vous laissent toujours un produit sur la table brute. Et je lui dis, mais comment tu peux me déposer un produit brut comme ça sur la table? Oui, il fonctionne, mais arrondis les angles, mets un peu de couleur. Le logo, tu ne vois pas qu'il est tordu, mets le droit. Mais tu ne vois pas que tu as... Ajuste les... Rends ça attractif. Ouais. Et il me laisse toujours un travail brut. Ça, c'est mon gros problème. Ouais. Les finitions. Ouais. Et ce sont elles qui font la différence. Mais c'est tout ce qui fait la différence. Il y a des produits qui sont médiocres. Et parce qu'ils sont bien finis, ça passe. Ouais. Et il y a des produits qui sont parfaits, excellents. Mais parce qu'ils ne sont pas bien finis, ça ne passe pas. C'est aussi simple que ça. Et c'est ce que souvent je reproche à certains de mes collaborateurs. Je leur dis toujours, essayez de mieux finir. Et donc, on a une collaboration un peu avec le Maroc, où on essaye de faire partir certains de nos collaborateurs au Maroc, et vice-versa. Il y a des collaborateurs aussi qui viennent en Côte d'Ivoire. Et donc, on essaye de leur apporter ce partage d'expérience. Pas que les Marocains n'ont pas leurs défauts, hein, mais une autre vision. Parce que, bon, aller en France, c'est compliqué, il y a les problèmes de visa, tout le monde ne peut pas y aller. Donc, on a fait ce rapprochement avec le Maroc. D'accord. Aujourd'hui, à 25 ans d'Abidjan.net, c'est quoi les ingrédients de succès pour toi? Qu'est-ce qui a fait qu'au final, ça prenne? Est-ce que ça marche? Moi, je pense que c'est la détermination, la passion, la résilience, le courage, ne pas perdre de vue ses objectifs, ne pas se laisser décourager par ceux qui te disent « c'est pas possible ».
Et puis, il y a quelque chose en quoi je commence à croire, c'est ne vous fiez pas à tout ce que tout le monde vous dit. Surtout à la diaspora. Hein. Quand on est en Europe, aux États-Unis, dans un autre pays que hors la Côte d'Ivoire, et qu'on a quelqu'un en Côte d'Ivoire qui vous dit « Mais viens, 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 je vais t'aider. Non, mais viens, lâche tout, je vais t'aider. Non, mais j'ai tout ici, je vais t'aider. » En général, ce n'est jamais la personne qui l'aide. Ouais. C'est toujours celui qui ne connaissait pas qui l'aide. Ouais. Donc, la morale, c'est quoi? La morale, c'est, je pense, les compétences et le rêve qu'on a. Parce que finalement, lorsqu'on arrive avec les vœux de cette personne, lorsqu'il ne réalise pas ses vœux, on les réalise quand même par quelqu'un d'autre. C'est parce qu'on avait un objectif. C'est tout. Et la diaspora a souvent tendance à ne pas avoir cet objectif, mais à écouter. À dire, ah non, on ne peut pas. Ah, parce qu'on ne peut pas, donc on ne peut pas. Ah, il me dit de venir, mais je viens parce qu'il m'a dit de venir. Non, je viens parce que j'ai envie de venir et il me tend une perche. Mais si sa perche échoue, je vais chercher une perche ailleurs. Et je sais que je vais la trouver parce que je suis drive, en fait. Je sais que je peux y arriver, je sais que je peux la trouver quelque part. Voilà, moi c'est vraiment comme ça que je vois les choses. Et je le dis souvent, ce n'est pas parce qu'une porte s'est fermée, alors construis ta propre porte. C'est tout. Pas parce qu'on t'a fermé la porte qu'il n'y en a pas d'autre. Hein. Tu peux même construire ta propre porte et rentrer dans ta propre porte. C'est tout. Alors même qu'on dit que les médias sont... en tout cas, c'est un discours que j'entends très souvent, les médias ne sont pas rentables. Alors ça, c'est souvent les chaînes de télé qui disent ça, la télé, c'est pas rentable, ainsi de suite. Est-ce qu'aujourd'hui, Abidjan.net reste dans un business model que toi, tu considères rentable, ou alors c'est la faible rentabilité qui t'a poussé à te dire, il faut qu'on trouve autre chose, et tu arrives à la fintech, parce qu'ensuite, on va basculer, je veux que tu nous expliques le basculement vers la fintech aussi. Bon, je pense que si ce n'était pas rentable, je ne serais pas en face pas de toi. La fintech n'a que 6 ans, hein, 7 ans. Hein. Le média a 25 ans. Non, je pense qu'il est rentable. C'est juste que avec le média, il faut faire attention aux investissements qu'on fait. On a souvent tendance à vouloir faire de gros investissements et épuiser toute sa trésorerie. Nous, on a fait très attention à nos investissements. Et c'est pour ça, en fait, je pense qu'on a réussi à maîtriser le bateau dans un environnement qui n'était pas encore... C'est maintenant hein, qu'on parle d'Internet, que les budgets des sociétés sont alloués à Internet. Avant, ce n'était pas le cas. Mais on faisait très attention. On faisait très, très, très attention. Et la diversification, en fait, elle ne s'est pas forcément faite à cause d'un aspect financier. Et c'est là où je voudrais corriger quelque chose que tu as dit. Oui, le média, ça n'a rien à voir avec la fintech. Oui, ça a à voir. Parce qu'on avait une plateforme où on offrait des services. Mais un des services, c'est payant. Et comment je paye? Comment je paye? Oui, je peux payer avec un wallet local en Côte d'Ivoire, mais moi, j'ai une diaspora. Donc, comment je peux avoir un instrument de paiement qui est transversal, qui parle à la diaspora, mais qui parle aussi au local? Et ma plateforme offre des services. Le livre que vous avez présenté tout à l'heure, on a réussi à vendre 2000 copies à travers juste une page Internet et des moyens de paiement diversifiés, alors que je n'avais même pas encore vu le livre. J'avais juste la photo du livre. Je ne l'avais même pas encore touché, n'était même pas encore sorti de l'imprimerie. Mais on s'est dit, on va le lancer en précommande. Parce qu'on nous a dit qu'il arrive. On le lance en précommande, comme ça on s'organise et on voit les quantités voulues. Plus de 2000 copies. Mais ces 2000 copies-là, comment on les achète sur Internet? Il faut bien payer quelque chose. Tout à fait. Donc oui, on a utilisé les wallets présents. On a été les premiers à implémenter Orange Money sur le web avec notre plateforme de journaux. Donc oui, on implémente, mais quand le gars qui est à Paris te demande « Mais moi, je n'ai pas Orange Money, comment je paye ?» Qu'est-ce qu'on lui répond? Non, vous ne pouvez pas. Donc, il nous fallait un moyen de paiement transversal, mais compatible avec les autres. Voilà. Et c'est là que naît la fintech. D'accord. C'est là que naît notre fintech. Parce qu'on se dit, il faut qu'on ait notre moyen de paiement
qu'on distribue à tout le monde. Il faut que les gens puissent payer sur Internet. Parce qu'on a fait du e-commerce quand on était aux États-Unis. On a vendu sur Internet. Mais le problème, il y avait 3 problèmes. Et ça, il faut comprendre, c'est important. Hein, dans la chaîne du e-commerce, il y a la vitrine, il y a le paiement et il y a la logistique. Oui. La vitrine, c'était le site, on l'avait. Le paiement, on ne l'avait pas. La logistique, UPS, DHL, travaille très bien. Pas besoin d'aller réinventer ce modèle, en tout cas avec nous, et c'est un modèle très complexe. On n'a pas voulu rentrer dedans. Donc, il manquait qu'un maillon, c'était le paiement. Donc, on a décidé de s'attaquer à lui. Du coup, ça me permet de te poser une question qui est très importante. Est-ce qu'aujourd'hui, ta solution permet à un commerçant ivoirien de vendre ses produits sur Internet? Alors, on va aller même plus loin. On a signé avec le ministère du Commerce il y a 2 semaines. On va appliquer notre solution à tous les commerçants de Côte d'Ivoire à travers ce qu'on appelle la carte du commerçant. Donc, tous les commerces en Côte d'Ivoire seront détenteurs de cette carte. C'est comme une carte d'identité, mais pour une entreprise. Et derrière cette carte d'identité-là, il y aura notre solution d'acceptation. Okay. Donc oui, pour répondre à ta question, elle permet à un commerçant non seulement de vendre sur Internet, mais d'accepter tous les autres moyens de paiement, que ce soit des wallets, cartes bancaires, Visa, Mastercard, et on continue à développer en fait tous les wallets qui veulent s'intégrer à nous. Excellent. Voilà. Du coup, c'est quoi les spécificités de ta solution? Là, on a parlé d'une, mais fondamentalement, c'est quoi tes spécificités? Alors, peut-être que je vais revenir en arrière parce qu'il faut bien que j'explique en fait concrètement ce qu'on fait. Ouais. Parce qu'on fait du 360 dans le paiement. Dans le paiement, il y a ce qu'on appelle l'émission. D'accord? Donc, l'émission, c'est celui qui paye. D'accord? Donc, en général, c'est les cartes. Donc, je suis un particulier, je suis détenteur d'une carte. Donc, aujourd'hui, on propose des cartes prépayées. On est dans le prépayé. Hein. On propose des cartes prépayées. Donc, on a fait une carte pour Abidjan.net, on a fait une carte pour notre propre solution APM, on a fait des cartes virtuelles, on a fait des cartes Platinum, on a fait une carte avec la BHCI, on est en train de faire des cartes avec des artistes, enfin, on est en train de faire plein de cartes avec tous ceux qui veulent faire des cartes. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle l'émission. Mais lorsque vous payez avec cette carte, vous payez quelqu'un d'autre. Vous payez une autre banque. Et celui qui accepte ce paiement, c'est ce qu'on appelle l'acquisition. En général, c'est le marchand. Voilà. Et derrière le marchand, il y a aussi une banque. Ça peut être un TPE, ça peut être un lien de paiement, ça peut être un wallet, ça peut être n'importe quoi. Mais il faut qu'il y ait un compte qui permet d'accepter cet argent-là. Voilà. Nous, on est et à l'émission et à l'acquisition. Okay. On est des deux côtés aujourd'hui. En général, il y en a qui sont très forts dans l'émission, d'autres très forts dans l'acquisition. Nous, on a décidé d'aller sur les deux pour vraiment avoir une vue 360 en fait des flux. Voilà, ça c'est notre positionnement. D'accord, ok. Très bien. Aujourd'hui, dans le portefeuille, c'est plus des particuliers ou des entreprises? Là, j'ai compris qu'il y a un gros contrat. On a les deux. Raflé, qui va ramener beaucoup de. On a les deux. D'entreprises, ok. On a les deux. Ok. L'émission pour les particuliers, oui. L'acquisition pour les entreprises. Mais du coup, les entreprises vont quand même, tu l'as dit tout à l'heure, être confrontées à une problématique. Oui. Peut-être que tu l'as anticipé. Ce sont les plateformes. Beaucoup d'entreprises ici n'ont pas de site. Mais il n'y a pas de problème. Alors on va. Vous allez les accompagner là-dedans aussi? Bien sûr, bien sûr. On a donc notre plateforme en fait va offrir ce qu'on appelle des mini-sites. Ou si par exemple, je ne sais pas, vous vendez des livres, on va vous permettre en fait d'exposer vos livres et d'intégrer en fait notre plateforme d'acceptation. Tu veux devenir Shopify en fait? Bon, c'est toi qui le dis. Hein. C'est une forme de Shopify, c'est-à-dire que tu as un site qui permet à des commerçants d'avoir de leur. Mais on est obligé parce que. Oui, bien sûr. Oui, c'est la logique en fait. Mais on n'est pas fermé. On n'est pas fermé. On restera toujours ouvert. Oui, on va offrir le service, mais on n'est peut-être pas les meilleurs. Donc si quelqu'un d'autre a une meilleure plateforme, mais il pourra juste intégrer en fait notre lien sur sa plateforme. Mais aujourd'hui, il y a des gens qui vendent sur Facebook et qui mettent notre lien en fait sur Facebook. Oui. Et qui disent, voilà, je te vends des livres, voilà, si vous voulez les acheter les livres, payez-moi sur mon lien de paiement. Excellent. Donc, aujourd'hui, c'est ce qui se fait. Excellent. Non, mais excellent. En termes de perspective de croissance, comment tu vois cette
cette solution-là? Alors, Parce que tu vas sortir forcément non, à terme. on a 18 pays à couvrir. Ben voilà, c'est ce que je veux On dire. a, Tu vas sortir on a forcément. 18 pays à couvrir. Alors, il faut savoir qu'on a un contrat avec Visa, un contrat stratégique en fait, parce que c'est vraiment avec eux qu'on travaille, c'est avec eux qu'on développe en fait toute cette vision-là. Et on a 18 pays à couvrir avec eux. Et Mastercard alors? Alors, Mastercard, c'est Donc, sur... c'est pour ça qu'il y a beaucoup de visas ici, mais il y a peu de Mastercard. Non, mais c'est un marché Visa, hein. Il faut le reconnaître. Ils ont dominé, en tout cas dans notre région. Mais pour Mastercard, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'aujourd'hui, on permet de débiter une carte Mastercard pour alimenter notre réseau. OK. Voilà. Donc, ils ne sont pas exclus de notre écosystème. Non, D'accord. ils ne sont pas exclus de notre écosystème. J'ai remarqué ça, hein, même dans d'autres commerces. Hein, dès que tu dis Mastercard, mais tu peux payer. Mais généralement, on peut te débiter. Mais... Non, voilà, bon, on peut pas travailler avec deux entreprises à la fois, hein, surtout lorsqu'elles sont dans le même domaine. Ouais. Bon, Visa nous a repérés en premier, ils nous ont accompagnés sur cette technologie, sur tout ce qui allait avec. Donc bon, ils étaient présents sur le marché, ben, on se développe avec ceux qui sont présents. Ouais. Voilà. Donc, Avant de sortir, je vais te poser quand même 2-3 questions qui, pour moi, vont nous permettre aussi de comprendre ta vision et ta philosophie des choses. Est-ce que tu considères que tu as réussi? non, C'est quoi ta définition donc de la réussite? je me pose la question tous les jours. Parce que... Tu es un philosophe. Non, parce que beaucoup de gens me disent oui, tu as réussi. Quand je me réveille le matin, je n'ai toujours pas fini les tâches que je m'étais fixées. Tu finiras jamais. Ah, mais donc, alors je ne réussirai jamais. Donc voilà, tu as la réponse. Si j'avais réussi, je serais pas en train de... Tu ne m'aurais pas vu ce matin au bureau. Hein. Je serais en train de nager ou bien en train de me promener. Mais si tu me vois au bureau, c'est parce que je peux tomber demain. Donc je dois... Mais on ne sait jamais, il y a bien des grandes banques américaines qui ont fermé, non? Oui. Donc ça veut dire qu'on peut fermer, tout le monde peut fermer. L'éléphant peut tomber. Oui, donc ce qui est important, c'est de maintenir, d'innover, de continuellement écouter ses clients. C'est ça qui est important. Donc la réussite, qu'est-ce que c'est? Mais elle n'a pas de fin, cette réussite. Elle n'a pas de fin. Donc est-ce qu'on a réussi? Je ne sais pas, réussi par rapport à quoi? Voilà, là si tu me dis est-ce qu'on a réussi par rapport à quelque chose, est-ce que tu as réussi à lancer ta carte? Oui. Est-ce que tu as réussi à lancer ton moyen d'acceptation? Oui. Ça m'amène à une autre question, justement. Tu fais tout ça pourquoi, Gilles? Pourquoi je le fais? Oui. Parce que tu avais un média, aujourd'hui tu es dans la fintech, je ne sais pas ce que tu réserves demain. Et en plus, tu sembles être insatiable, tu as besoin de plus. Pourquoi tu fais tout ça? Parce que je suis passionné. C'est tout. Parce que je suis un gars passionné par ce qu'il fait. Quand je me réveille le matin, je me réveille avec de la passion. Je me dis, quels sont les nouveaux combats du jour? Dès que je monte dans ma voiture, j'appelle mes collaborateurs. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Quels sont les combats? Dis-moi, j'arrive. Est-ce que vous êtes déjà au bureau? J'arrive, allons en guerre. Ouais. C'est pour ça que dans ma plateforme de promotion des entrepreneurs, on s'appelle les gladiateurs. Parce qu'on Tu as une plateforme de promotion, c'est ça? Oui, bon, j'utilise en fait les réseaux sociaux pour faire la promotion en fait des entrepreneurs. Ok. Voilà, donc... Les gladiateurs. Voilà, et donc sur mes réseaux sociaux, lorsque je parle d'entreprise, lorsque je parle d'entrepreneurs, je parle de gladiateurs. Ce sont des gladiateurs parce qu'ils sont constamment en train de se battre. Constamment. Ouais. Maintenant, est-ce que tu peux poser à un gladiateur, tu as réussi? Tu diras, c'est pas sûr parce que j'ai sûrement un combat demain et on peut me tuer demain. Donc, la réussite, c'est par rapport à quelque chose. Est-ce que tu as réussi ton combat d'aujourd'hui? Oui. Mais est-ce que tu as réussi? C'est pas fini. Je peux te poser une autre question. De quoi tu es fier quand tu regardes ton parcours aujourd'hui? Je suis fier des réussites qu'on a faites avec ces points-là. Est-ce qu'on a lancé une carte? Oui, on a réussi à lancer cette carte Visa. Est-ce qu'on a réussi à lancer le média? Oui. Est-ce que j'ai des collaborateurs qui sont avec moi depuis 15 ans? Oui. J'en suis fier. Parce que la moitié de mes collaborateurs sont encore là depuis le début. Ouais. Donc ça j'en suis fier. Est-ce qu'on a recruté beaucoup de femmes? J'ai 98% de mes employés qui sont féminins. Oui, j'en suis fier. Pourquoi tu es fier de ça?
Parce que je trouve que les femmes, c'est vraiment... C'est une force tranquille. Vraiment, elles me permettent de dormir. Ça, et j'avais pas beaucoup de sommeil. Hein. Mais mon expérience, hein, après je ne veux pas généraliser, mais mon expérience, quand je confie à une femme, elle le prend à cœur. Je sais que demain, je me réveille avec 75% de chances qu'elle soit en train de réaliser ce que je lui ai demandé de réaliser. Je suis d'accord avec toi. Les femmes travaillent différemment des hommes. Et dans notre écosystème, les gens n'ont pas encore compris, je pense. Bon, moi, c'est... La richesse qu'il y a à travailler avec des... Moi, c'est ce que j'ai remarqué. Hein. Par exemple, dans notre service de comptabilité, il y a un seul homme. Tout le reste, c'est des femmes. Parce que je pense qu'elles ont une relation avec l'argent qui est particulière parce que elles ont plus de risques que nous. Elles ont des enfants. C'est elles qui gèrent le foyer. Donc, il y a des risques qu'elles ne peuvent pas se permettre de prendre, de peur, en fait, de perdre ça. C'est ce que je pense. Après, je ne suis pas une femme, je ne sais pas, mais c'est ce que je me dis, de perdre ça. Donc, elles font très attention à ce qu'elles font. Parce qu'elles ont beaucoup de choses à gérer et elles ne veulent pas perdre, en fait, cette gestion-là. Donc, si elles doivent gérer ton argent, mais elles viennent l'attraper et se dire, non, il ne faut pas que je perde, parce que si jamais je vole dedans et que je vais en prison, mais je perds mes enfants. C'est comment. Ouais. Voilà. Donc, je pense que les femmes, c'est vraiment, pour moi, un atout qu'il faut avoir dans les entreprises. Et vraiment, nous, on est vraiment fiers, en fait, d'avoir autant de femmes chez nous. Tu viens un peu de répondre à la prochaine question, mais je vais te la scinder en deux. En 25 ans, qu'est-ce que tu as appris en tant qu'entrepreneur et qu'est-ce que tu as appris en tant qu'homme? Alors, j'ai appris en tant qu'entrepreneur à ne jamais lâcher, à toujours, à savoir que c'est possible. À savoir que le rêve, en fait, qu'on s'est fixé, il est possible. Même quand on perd de vue, en fait, ce rêve à un moment donné, hein, il revient toujours. Vous savez, là, par exemple, notre carte prépayée, on la voulait depuis qu'on était aux États-Unis. Ça fait 15 ans qu'on cherche cette carte prépayée. 15 ans. À chaque fois qu'on payait cette carte, on se disait, ah, vraiment, si ça pouvait être notre carte avec le coloris de nos logos et tout ça. Mais jamais on se disait qu'on allait l'avoir. On se disait, mais attends, une banque va te donner une carte, mais tu es qui, toi? Mais aujourd'hui, quand je rentre dans un Apple Store et que j'achète un ordinateur avec ma carte, le gars me demande, mais c'est quoi cette carte-là? On n'a jamais vu ça. Je dis, non, non, c'est notre carte. Et il me dit, ah bon? Je dis, mais regardez derrière, il y a le logo de notre entreprise. Et il se dit, waouh! Ça, pour moi, c'est une fierté. Il faut y croire jusqu'au bout. Il faut y croire jusqu'au bout. Il faut y croire jusqu'au bout. Parce que ça va vous surprendre un matin. Ce rêve-là va se réaliser et il va vous surprendre un matin. Napoléon, il en parle un peu hein, dans son fameux livre « Penser et devenir riche ». L'une des choses qu'il dit d'ailleurs, c'est que quand vous avez un objectif dans votre vie, écrivez-le, mettez-le quelque part, vous allez le voir tous les jours. Exactement. Exactement. Donc ça et à titre personnel, être entrepreneur a forcément changé la personne que tu es devenue. Ah oui, bien sûr. Alors, être entrepreneur, c'est quelque chose aussi qu'il faut apprendre à gérer. Parce qu'on n'a plus d'heures de travail, on a un sacrifice familial. Il y a des semaines où je ne vois pas mes enfants. Encore maintenant? Ah oui, pas plus tard que la semaine dernière. Et ma fille, je la vois samedi matin, quand je me réveille. Je dis, mais tu as grandi, toi. Tu vois, parce que je ne l'ai pas vue toute la semaine. Elle part tôt au travail, je me réveille un peu tard parce que moi-même, je suis un couche très tard. Je rentre tard au travail, elle est déjà au lit. Mais quand on le fait sur toute la semaine, on ne les voit plus. Hein. Ouais. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut apprendre à gérer. Et ça peut changer un homme si il ne fait pas la balance. Comment le succès t'a changé? Non, moi, je n'ai pas changé. Le succès. Les gens disent toujours ça, ouais, non, moi, je n'ai pas changé, non. Le succès ne change personne alors?
Bon, moi, je ne sais pas. Je vais demander à je pense avoir, à toujours avoir, être le même. Hein. Je ne pense pas avoir réellement changé. Sur terre, ouais. Posez la question à vos autres invités qui me connaissent ou à des amis qu'on a en commun. Est-ce que j'ai changé? Je ne pense pas. Je pense pas être hautain. Je pense pas être devenu méchant. Je pense pas être devenu arrogant. Je suis très ouvert. Quand tu ne seras plus là, quelle image tu veux qu'on garde de toi? Celle que j'ai en ce moment. C'est-à-dire que quelqu'un de passionné, quelqu'un qui en veut, quelqu'un qui a essayé de résoudre des problèmes. Parce que l'entrepreneuriat, ce n'est que ça. Hein. C'est juste résoudre des problèmes. Quelqu'un qui était disponible, qui était présent, qui a réussi à transmettre aux autres un peu de son savoir. Parce que ça, c'est quelque chose que je ne comprenais pas avant et que j'ai compris maintenant. Je ne comprenais pas qu'il fallait partager. Je me suis dit, pourquoi je vais partager pourquoi je vais partager ce que je sais que je dois garder? Et en fait, je réalise que plus on partage, plus on gagne. Ouais. Donc, mais bon, ça, c'est des choses, je ne peux pas tout savoir dans la vie. Hein. Donc, je l'ai appris. Merci beaucoup, Gilles. C'est toi qui vous remercie. Ce fut très intéressant d'avoir cet échange avec toi. Comme d'habitude, je vais juste te demander si tu veux bien le mot de la fin. Tu dis ce que tu veux, comme tu veux, mais tu t'adresses à ceux qui te regardent. Alors déjà, merci à tout le monde de m'écouter aussi longtemps. Mais mon discours va toujours être le même. Pour ceux qui n'ont jamais entrepris, c'est de pouvoir vous lancer. Il faut vraiment essayer. Tant qu'on n'a pas essayé, on ne saura jamais. Et souvent, je compare ça à un bébé. Un bébé qui essaye de marcher. Mais le bébé, il commence à marcher, mais il était bien à quatre pattes. Donc, il essaye de se lever, il tombe, il se relève, et petit à petit, il marche sans tomber. Donc ça, c'est quelque chose qui est important. Essayons d'entreprendre. Et pour ceux qui entreprennent déjà, je pense qu'il est important de comprendre que l'entrepreneuriat, c'est une très, très, très longue avenue. Une avenue qui n'a pas de fin. Donc, dès qu'on a un obstacle, il ne faut pas se dire « Ah non, j'ai échoué, ah non, ça n'a pas marché, ah non, je ne vais pas réussir ». On peut toujours réussir d'une façon ou d'une autre. Il faut juste pouvoir se relever, c'est tout. Donc, plutôt que de se dire « Ah non, je me suis fait mal », c'est plutôt de se dire « Je me suis fait mal, j'ai compris, comment je peux me lever et ne plus me faire mal demain ?» Et donc, d'apprendre en fait de ces échecs-là. Et donc, je vous pousse tous les jours à continuer à vous battre, à continuer à croire, parce que c'est possible d'y arriver. Merci beaucoup, Gilles. C'est moi qui vous remercie. Petit détail, on te suit comment sur les réseaux? Alors, j'ai une page sur Instagram qui s'appelle gilles.india et sur Facebook, j'ai une page aussi avec, je crois, pratiquement 160 000 followers qui s'appelle Gilles Alexandre India. Et le titre de ma page, c'est « Apprenons en Afrique à entreprendre ensemble ». Super. Voilà. Merci. C'est moi qui vous remercie.